Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, c'est Michel Philippot qui conduit l'interview politique de la matinale où il reçoit Valérie Hamon, candidate sur la liste Lutte ouvrière aux élections européennes. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane et bonjour Valérie Hamon. Bonjour. Alors oui, je suis pas tout à fait dans mes marques habituelles, on l'aura entendu, mais je vais quand même essayer de vous interviewer d'un autre point de vue que littéraire, pour cette fois. Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, je viens d'avoir votre 4 pages et d'en lire les premières lignes. Peut-être pouvez-vous nous donner globalement le contenu, ici, très résumé, en quelques minutes. En quelques minutes, nous présentons donc notre liste Lutte ouvrière, entendre le camp des travailleurs. Alors nous sommes 81 candidats, avec comme tête de liste Nathalie Arthaud et notre camarade aussi Jean-Pierre Mercier. Et en fin de liste, nous sommes fiers de présenter aussi Arlette Laguillet. Et toute notre liste est constituée de travailleurs en activité ou en retraite, de toute origine, du service public, des ingénieurs, des cadres, bien sûr des ouvriers, des employés, mais aussi des travailleurs du privé. Aucun politicien professionnel. Et moi-même, je suis cheminote et nous vivons de notre salaire ou de notre retraite ou des allocations chômage. Et nous voulons dire dans ces élections et permettre aux travailleurs qui sont révoltés par la société et indignés par le capitalisme, de leur permettre de dire consciemment que nous, les ouvriers, les employés, les ingénieurs, à l'échelle de la France, mais aussi de l'Europe et même du monde, qui faisons tout tourner dans cette société, nous sommes en capacité de renverser le capitalisme et nous sommes en capacité de diriger cette société bien mieux que ces capitalistes et ces grands bourgeois qui nous mènent au chaos, aux guerres et à la catastrophe dans tous les domaines. Alors, on aura compris effectivement le propos, il est très clair. Et je rebondis sur ce que vous venez juste d'exposer. Quelles mesures proposeriez-vous ou proposez-vous pour justement protéger le droit des travailleurs au sein de l'Union européenne ? Je pense qu'il n'y a aucune mesure, en tout cas, ce ne sera pas l'Union européenne, pas plus que le Parlement français ou l'État français qui protégera les travailleurs. On le voit déjà aujourd'hui, l'Union européenne n'a même pas été en capacité, par exemple, d'instaurer un salaire minimum en Europe. L'Union européenne, c'est une union de brigands. Elle a été faite comme d'ailleurs l'État français, pour les capitalistes, par les capitalistes. Donc nous, ce que nous disons aux travailleurs, s'ils veulent se protéger, par exemple, pour leur salaire, pour des augmentations de salaire, par exemple, sur tous nos droits fondamentaux, ne serait-ce que là-dessus, il faudra se battre collectivement à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Ça sera des luttes collectives et ça sera par le fait de renverser le pouvoir aux capitalistes qui dirigent la société. Ce n'est pas l'Union européenne qui nous impose quoi que ce soit, pas plus que le Parlement français. Ce sont des paillassons, ces gens-là, à la botte du capital. Donc pour nous protéger, il faudra renverser le capital. Sur les salaires, c'est la même chose. Il faudra prendre sur les profits. Et pour prendre sur les profits, il faudra se battre et il n'y aura pas d'autre solution. Alors, l'Union européenne, néanmoins, elle est là, elle existe. Il va bien à un moment donné, falloir faire avec. Et moi, j'ai envie de vous demander quelle est la position de lutte ouvrière. Justement, vous parliez de l'Europe, vous parliez de se battre, etc., sur des choses très précises, comme par exemple la question du salaire minimum européen. Quelle serait la position de lutte ouvrière à ce propos ? Bien écoutez, nous, ça fait des années qu'on dit qu'un minimum pour vivre, il faudrait un minimum pour vivre aujourd'hui 2 000 € par mois. Ça serait un minimum net, je parle en net. Et ce, pas qu'en France, dans toute l'Europe. Pour cela, il faudra prendre sur les milliards accumulés, ne serait-ce qu'au CAC 40, là, dans les entreprises françaises, les plus grosses sociétés françaises, il y a 150 milliards de bénéfices qui ont été faits l'année dernière. Sans parler de tous les bénéfices qui ont été faits des autres entreprises à l'échelle de l'Europe. Et les dividendes qui sont versés aux bourgeois, c'est-à-dire aux Bolloré, aux Pinault, à Michelin, à ces familles Beignet, par exemple. Il faudra leur arracher cet argent pour
imposer un minimum de salaire pour vivre. Et ça ne se fera pas par des lois, pas par des institutions. Ça, c'est un mensonge de faire croire ça. Tous les partis qui se présentent actuellement à ces élections font croire qu'ils vont protéger les travailleurs d'une manière ou d'une autre par l'Europe ou plus de protectionnisme ou plus de ci ou plus de ça. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. On ne pourra augmenter nos salaires qu'en arrachant les milliards là où ils sont, au portefeuille des bourgeois. Et pour cela, il faudra se battre. Alors, quand vous dites se battre, quand vous dites arracher, on a des images évidemment très très concrètes. On parle de quel type d'action, quel type de lutte, quel type concrètement, comment peut-on procéder? Comment allez-vous procéder en tant qu'institution lutte ouvrière comme parti? Nous, on n'est pas une institution. Alors, on essaye de construire un parti révolutionnaire communiste. Je voulais dire parti, évidemment. Bien sûr, mais bien sûr, c'est pas nous qu'allons déclencher. On n'appuie pas sur un bouton pour déclencher la colère ou la grève. Nous permettons aux travailleurs de le dire en votant pour nous le 9 juin à ceux qui ont conscience que c'est comme ça qui pourront changer leur sort, c'est en se battant collectivement. Mais par exemple, là récemment, ne serait-ce qu'hier, il y a eu des grèves à la SNCF, chez les cheminots en région parisienne, parce que avec les JO, là, vous savez, on impose à plein de travailleurs de décaler leurs vacances, du travail supplémentaire, évidemment, et donc, ils ont fait grève. Alors évidemment, ils ont obtenu quelques primettes. C'est bien insuffisant à ce qu'il faudrait, mais c'est comme cela, par exemple, qu'on pourra obtenir des augmentations de salaire. Mais il faudrait le faire à l'échelle, à une bien plus grande échelle, pas qu'à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle de toutes les entreprises. Alors justement, comment Lutte ouvrière peut-elle envisager de soutenir ces luttes sociales et syndicales à travers l'Europe? Par quel type d'action, si vous voulez? Écoutez, nous, on milite là où on est, là où on vit. Donc, on organise là dans cette campagne, mais toute l'année, au bout du compte, des réunions dans nos entreprises, dans nos quartiers, où on défend ces idées communistes révolutionnaires. Ça passe par la prise de conscience. Bien sûr, ça passe par ça, et ça passe déjà par des discussions, par des réunions. Comme ce soir, par exemple, Nathalie Arthaud vient nous rencontrer à Rennes, lors d'un meeting à 20h, donc à la maison de quartier de Villejean. Ça sera l'occasion de se réunir et de discuter. Mais on essaye de le faire, ça, évidemment, dans toutes les entreprises et dans tous les quartiers, là où nous vivons au quotidien. On sort de notre fête nationale là, qui avait lieu à la Pentecôte. Donc, on essaye de construire des organisations, des embryons de partis. On en est là aujourd'hui. Par exemple, à Haïti, on avait nos camarades de combat ouvriers aux Antilles. Nous essayons de construire un parti en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Turquie, et j'en oublie certainement, derrière le drapeau rouge, derrière le drapeau de l'internationalisme. Donc c'est comme ça qu'on le fait, comme ça qu'on tente de le faire par la discussion. Par contre, les grèves, ce sera le patronat qui va les déclencher, les grèves. Avec leur avidité, et les mesures du gouvernement, quels qu'ils soient d'ailleurs à travers l'Europe, ce sera eux qui déclencheront la colère, comme ce qui se passe par exemple en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je soutiens le peuple kanak derrière cela, ce qui se passe, et c'est eux qui déclencheront la colère. Ce ne sera pas nous. Nous, ce qu'on propose, ce sont des idées, ce sont des perspectives. Et on propose que les travailleurs s'en saisissent, ne serait-ce qu'en votant, même si on leur dit ça ne changera pas leur sort, ça ne changera pas leur sort le vote. Ceux qui le disent, c'est un mensonge. Par contre, ça permet de dire consciemment, oui, que nous, les travailleurs, on est l'avenir de l'humanité, on est l'avenir du monde. Et ce ne sont pas les capitalistes qui sont l'avenir du monde. Alors, il y a un certain nombre de défis qui se profilent dans cette campagne, et pour mobiliser l'électorat, vous venez un peu d'en souligner les contours, quelle politique allez-vous adopter dans cette campagne pour justement mobiliser autour de vos idées
des réunions, vous en parliez. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour mobiliser autour de vos idées dans la campagne? Eh bien, tout simplement, on va à la rencontre des travailleurs au port des usines. Là où on travaille, on organise des réunions, on fait du porte-à-porte, des activités dans nos quartiers, tout simplement. On va discuter sur les marchés, dans les quartiers populaires. Alors l'Europe, effectivement, vous êtes dans cette campagne de l'Europe. On peut supposer que vous avez une vision d'avenir pour l'Europe, justement, oui, à long terme. Oui. Que souhaiteriez-vous qu'elle devienne, cette Europe? Comment elle pourrait se transformer pour justement répondre aux attentes de lutte ouvrière? Eh bien, tout le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui. Nous, si les travailleurs avaient le pouvoir politique et économique, eh bien, on pourrait décider de bien des choses. Et notamment, nous sommes pour une Europe socialiste, une Europe sans barbelés, sans frontières, pour que les travailleurs puissent circuler librement, comme le font les capitaux. Et les capitalistes, eh ben nous voulons que les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, puissent circuler librement en Europe, sans barbelés, sans frontières, et je dirais même sur la planète, sur la Terre. Nous sommes donc tout le contraire de ce que proposent tous les partis protectionnistes, nationalistes aujourd'hui, y compris la gauche. Nous défendons le courant internationaliste. Alors, il y a aujourd'hui une montée des populismes de la droite, de l'extrême droite évidemment, en Europe, partout en Europe. Quelle proposition lutte ouvrière met-elle en avant pour lutter contre cette poussée de l'extrême droite et pour promouvoir justement cette alternative dont vous parliez à l'instant? Même la gauche, hein, vous savez, défend des idées protectionnistes et même nationalistes au bout du compte. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour dénoncer la gauche, on l'a vu, on en a soupé. Pendant des années, dans les années 80, dans les années 2000, et ils sont en grande partie responsables de ces désillusions des militants justement syndicalistes, des militants de gauche ou des militants communistes, parce qu'ils ont fait croire que c'est par les élections qu'on changerait le sort des travailleurs. Alors ils ont pris des mesures, faut pas oublier que c'est la gauche, sous Mitterrand, qui a désindexé les salaires sur les prix. Donc la montée aussi des idées protectionnistes et nationalistes est en partie la responsabilité de ces partis de gauche. Et bien sûr, Macron et toute sa clique s'est fait élire par 2 fois en disant qu'il ferait barrage au Front National. On en voit aujourd'hui le résultat. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aux travailleurs qui seraient attirés et qui pensent que le RN, par exemple, pourrait changer leur sort parce que, voilà, ils en ont soupé de Macron et ils voient ça comme une force d'opposition. Il se trompe. Il faut bien voir que dans les entreprises, on est de toutes nationalités, on est de toutes origines. Nos frères de combat, quand on est en grève, moi je travaille à la SNCF, j'ai fait la grève des retraites l'année dernière, qui a duré plusieurs mois. J'étais aux côtés de camarades et de collègues de toutes origines. Et là, voilà, notre sort, on le voit, on est des frères de combat, des frères de lutte. Ce qu'on a envie de dire aux travailleurs, c'est que les idées protectionnistes et nationalistes, en fait, eh ben, ça nous met derrière nos propres dirigeants, derrière nos patrons. Donc, c'est nous mettre à la remorque des Bouygues, des Bolloré, des Pinot. Moi, je me sens pas aucun point commun avec un Bolloré, alors qu'il est bien français, bien blanc, et qui vient même de Bretagne. Vous comprenez? Je me sens plus des points communs avec des prolétaires venant de Palestine, d'Israël ou de la Nouvelle-Calédonie ou d'Haïti ou du Congo que d'un Bolloré ou d'un Bouygues. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les travailleurs, ce qu'ils doivent voir comme ennemi, c'est le capital. Ce sont la bourgeoisie et tous les partis qui leur disent, donc le Rassemblement national, mais tous les autres partis
partis dans ces élections européennes défendent la souveraineté nationale, le protectionnisme, eh bien, non seulement c'est ridicule parce que la production elle est mondiale, mais en plus c'est un poison. Ils se trompent de combat. Ce qu'il faut viser, c'est l'union des travailleurs à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. On fait tout tourner dans la société. Tout tourner, et pas qu'en France. Les produits qu'on fabrique, ils viennent de tous les pays, ne serait-ce que pour construire une voiture. Il faut des puces électroniques qui viennent de Taïwan, enfin, des pièces de tas de pays. Stellantis, par exemple, la Jeannet, vous savez, l'entreprise de Rennes, il y a au moins 40 nationalités qui y travaillent. Les femmes de ménage, sans les femmes de ménage des autres pays, sans les femmes de ménage dans les hôtels des autres pays, même les médecins sont indispensables, ils viennent de l'étranger, on ne pourrait pas fonctionner. Regardez aussi dans les abattoirs, quand même bien présents ici dans les Côtes d'Armor, à la Cauperle, ou par exemple à Collinet, les abattoirs de Leclerc, il y a des travailleurs qui viennent de plein de pays, et sans eux, la société ne fonctionnerait pas. Donc ce sont nos frères de combat, nos futurs frères de combat. Donc il faut viser à ce qu'on s'unisse, quels que soient nos statuts et notre nationalité. Nous, c'est ce qu'on va dire dans cette campagne, ce qu'on défend tout le temps, et viser l'internationalisme pour dépasser justement cet aspect ridicule de nationalité. Alors, on a constaté un certain durcissement justement de l'État, du gouvernement par rapport à ces questions de l'immigration, par rapport à ces questions. Et il y a peut-être... ce que vous dites suggère qu'il y a une certaine hypocrisie, puisque d'un côté, on a besoin de tout cet apport dans nos entreprises, dans nos lieux de production, et puis par ailleurs, on mène une politique de rejet finalement. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est quelles sont finalement vos propositions au niveau européen, justement, pour qu'une politique européenne de l'immigration puisse être mise en place de manière plus juste, de manière plus humaine aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau européen pour éviter justement cette politique-là? Il ne faudra pas en attendre du gouvernement actuel, ni d'ailleurs de l'Union européenne, qui n'ont même pas su unifier l'Europe, quel que soit d'ailleurs à quelque niveau que ce soit, puisqu'il y a plus de frontières aujourd'hui qu'à la création de l'Union européenne, plus de barbelés. Regardez la Méditerranée, 30 000 morts ou 35 000 morts. L'année dernière, je crois. C'est une catastrophe. Donc nous sommes, je le répète, pour la liberté de circulation, pour que tous ceux qui réclament des papiers en aient, la liberté de circulation complète et le fait qu'il n'y ait plus du tout de frontières pour les travailleurs à l'échelle de l'Europe comme à l'échelle internationale. Vous savez, les partis révolutionnaires, communistes révolutionnaires, à leur origine, ils ont créé des internationales, ils ont tenté d'en créer. C'est pas pour rien qu'il y a le 1er mai sur toute la planète. C'est pas pour rien, et c'est pas la fête du travail, c'est la lutte internationale des travailleurs. C'est pas pour rien qu'il y a le 8 mai. Le 8 mai, le droit des femmes à l'échelle internationale, il y a des grèves. Et ça, ce sont les communistes révolutionnaires du début du 19e siècle qui les ont créés, ces journées-là. Ce sont ces militants ouvriers qui les ont créés. Donc nous sommes pour justement relever ce drapeau, le drapeau rouge des travailleurs, et certainement pas les drapeaux nationaux. Donc tout simplement, nous sommes pour abolir toutes les frontières et la liberté de circulation de tous les travailleurs. Dans cette campagne, il y a aussi d'autres enjeux, comme par exemple les enjeux environnementaux. Et là aussi, il y a une dimension européenne à ces enjeux environnementaux, puisque les pays sont interdépendants de ce point de vue-là. Alors, quelle est la position que adopte Lutte ouvrière dans ce domaine? Parce qu'on ne peut pas faire sans les autres, là, du point de vue de l'environnement. Oui, mais là, vous raisonnez, vous savez, comme si les dirigeants, comme si l'Union... je ne raisonne pas, c'est une question. Oui, non, mais à travers votre question, ce que j'entends, moi, c'est que comme si les dirigeants se préoccupaient de l'environnement. Les dirigeants européens, ils ne se préoccupent pas plus de l'environnement comme ils ne se préoccupent pas du sort des travailleurs, comme du sort des peuples. Eux, ils sont là pour servir de paillassons
pour faire que les grandes entreprises européennes et même au-delà, donc même nationales, fassent le plus possible de profit. Et en effet, c'est contradictoire avec le fait de pouvoir gérer de façon, comment dire, rationnelle l'environnement et tout ce qui en découle. Par exemple, le problème de l'eau. Il faut bien prendre un exemple, j'en prends un. Rien ne se résoudra à l'échelle nationale, ni même à l'échelle européenne par rapport à la crise climatique et par exemple par rapport au problème de l'eau. Regardez ce qui se passe à Mayotte. C'est pourtant un département français. Il n'y a même pas d'eau potable. Qui est-ce qui détient la distribution de l'eau à Mayotte? C'est Vinci. C'est Vinci, une des plus grosses entreprises, un des plus gros groupes mondiaux. Donc, le problème, il est là. Qui détient le pouvoir dans les entreprises? Qui décide? Ce ne sont pas les travailleurs, ce n'est pas la population, ni en Europe, ni en France, ni nulle part. C'est ça le problème. Et pour l'environnement, c'est la même chose. Si on voulait gérer les choses pour régler les problèmes fondamentaux que sont, par exemple, pouvoir respirer de l'air pur, pouvoir boire de l'eau potable, eh bien, il ne va pas falloir compter sur les actionnaires de Nestlé ou de Vinci pour cela. Il va falloir leur arracher, nous, le pouvoir, nous, les travailleurs. Et on en a les moyens parce que nous sommes des millions à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la planète. Et on ne peut pas, comme vous le dites, c'est vrai que c'est un problème européen, mais au-delà, le problème de l'énergie, tous les problèmes environnementaux, on ne pourra pas les résoudre petit bout par petit bout. Et pour les résoudre à l'échelle globale, eh bien, comme on est dans une société capitaliste fondée sur la concurrence du plus fort contre le plus fort, qui nous mène à la guerre de partout, au chaos dans tous les domaines, eh bien, il faut le renverser. Même pour les problèmes environnementaux. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et pour cela, eh bien, nous comptons, nous, sur la force des travailleurs, la force collective des travailleurs. Alors, on l'a compris, effectivement, c'est une lutte de haute main, mais il y a des choses très concrètes qui se posent. Par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, la Nouvelle-Calédonie, vous parliez de Mayotte aussi, mais on ne va pas mettre les deux sur le même plan tout à fait, mais est-ce que vous considérez qu'il y a un abandon de ces départements français par rapport justement à un abandon de l'État qui a créé cette situation? Est-ce que la situation qu'on vit aujourd'hui, ces émeutes, ces luttes-là, ne sont pas finalement le résultat d'un manque et d'un manquement qui dure depuis très longtemps? Oui, quelle est l'analyse finalement de lutte ouvrière dans ce domaine? Je suis d'accord avec vous, bien sûr que c'est lié. Et vous savez, il y a 170 ans, l'État français a colonisé la Nouvelle-Calédonie. Donc, les Kanaks sont un peuple colonisé, qui ont été mis à l'écart, qui ont été marginalisés, paupérisés depuis 170 ans. Donc là, la loi qui, sous couvert de démocratie, de l'élargissement du corps électoral que veut mettre en place le gouvernement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si vous voulez aller par là, et qui a déclenché les émeutes, qui sont bien légitimes d'ailleurs, bien légitimes, je voudrais dire, qu'on les soutient. Mais il n'y aura pas de solution, pas plus en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Ukraine, ou par exemple à Gaza, ou en Israël, national. Voilà ce que je veux dire quand même. C'est pour ça qu'on est internationaliste. Le problème, c'est que je comprends les émeutes et j'en suis solidaire, mais le problème, c'est que dans cette société capitaliste où tout est tourné vers la concurrence, le profit, et là le fait de dresser les peuples les uns contre les autres, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. L'État français a fait venir des travailleurs blancs parce qu'il en a eu besoin de gré ou de force. Les communards ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie, comme Louise Michel par exemple. Eh bien, et ils n'ont jamais fait en sorte, l'État français, que ces peuples, les Blancs et les Kanaks, ils auraient pu vivre en harmonie. C'est l'inverse qui s'est passé. Ils ont joué des Blancs contre les Kanaks en permanence, parce que là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme richesse? Il y a le zinc.
Voilà, et puis parce que l'État français, il a voulu maintenir sa mainmise politique et économique dans cette région où il y a la concurrence évidemment des États-Unis et de la Chine, quitte à massacrer le peuple kanak et à mettre dans l'impasse les Blancs qui sont aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça qu'il faudra renverser le capitalisme. Et on ne pourra pas faire confiance évidemment dans ce gouvernement, ni dans l'Union européenne. L'Union européenne, elle verse des milliards pour la guerre. Vous comprenez? Et comme l'État français, ils sont en train de donner des milliards et des milliards aux marchands de canons comme Thales, comme Dassault. Voilà ce qu'ils font en ce moment. Ils soutiennent l'État d'Israël et un Netanyahou, plus que réactionnaire, des dictateurs à travers le monde. On ne pourra pas leur faire confiance sur quoi que ce soit. Alors, oui, il y a quand même une action de la CPI, par exemple, très récente, qui considère Netanyahou aujourd'hui, qui l'accuse comme étant jouant contre l'humanité. Enfin, le terme m'échappe, mais on va le retrouver. Donc là, il y a quand même une action de l'Europe qui pourrait être comprise de manière positive. Il n'y aura pas d'action de l'Europe. L'Europe, c'est 27 États qui sont en concurrence les uns contre les autres d'ailleurs, qui servent les capitalistes. Ils s'en foutent du peuple palestinien, ils s'en foutent du peuple israélien, il faut bien comprendre ça. Ils s'en foutent du peuple français, ils s'en foutent de tout leur propre peuple. Eux, ce qu'ils visent, c'est toujours adresser, à faire la concurrence des ouvriers des uns contre les autres, des peuples les uns contre les autres. Et c'est une hypocrisie totale quand tout d'un coup ils découvrent que Netanyahou est un dictateur. Mais attendez, ils les ont armés, ils ont défendu à corps et à cri l'intervention de l'État d'Israël avec le soutien de l'État français, bien sûr, et de l'impérialisme français et de l'impérialisme américain pendant des semaines. Ça fait 7 mois que ça dure, 7 mois et même 75 ans que ça dure. Donc non, moi je n'en attends rien du tout de cette Europe, pas plus que de l'OTAN. Je vous dis ce qu'il faut que les travailleurs aient conscience, c'est que leur pouvoir, ils l'ont entre leurs mains à eux collectivement. Et ça c'est de ça dont on veut discuter dans cette campagne. Et c'est peut-être des petits pas qu'on fera, mais chaque vote qui, le 9 juin, iront sur notre liste, qui est la seule liste où il n'y a pas de politiciens, mais que des travailleurs, eh bien, le camp des travailleurs, en votant pour le camp des travailleurs, c'est un petit pas vers la construction d'un parti communiste révolutionnaire à l'échelle nationale et on l'espère à l'échelle de l'Europe et voire à l'échelle internationale. On arrive presque au terme de notre entretien, Valérie Hamon. C'est un mot de conclusion peut-être à la lumière justement de tout ce qui a été dit, peut-être pour résumer tout cela, et je crois aussi pour peut-être réannoncer la réunion qu'il y a ce soir, le meeting qu'il y a ce soir à Rennes, je crois. Oui, c'est à Rennes. Alors Nathalie Arthaud vient nous rencontrer tous ceux, c'est un meeting, une réunion publique. Donc c'est à 20h ce soir à Rennes, à la maison de quartier de Villejean. Donc on peut y aller en métro, à l'arrêt Kennedy exactement. Et c'est l'occasion justement de découvrir les idées communistes révolutionnaires. Et il y aura un débat autour de notre liste qui s'appelle Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Merci infiniment, merci beaucoup Valérie Hamon. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bretagne 5, le 7-9.